je rêve. Ravie de te recevoir dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci beaucoup. Donc on ne se connaît pas, on se connaît à travers les réseaux sociaux et notamment Facebook. Ouais. J'ai découvert que tu pratiques notre métier, mais Oui. d'une façon différente de ce qu'on fait en général dans les salons de coiffure. Donc tu vas nous expliquer ce que tu fais et surtout, en premier lieu, pourquoi tu as choisi cette formation. Donc je te laisse dire. Ok. J'ai un parcours du coup assez atypique parce qu'en effet donc, j'ai une formation de coiffeuse parce que j'ai su très tôt que je voulais travailler dans la perruque. Donc, pourquoi je ne sais pas vraiment. Je pense que c'était surtout le côté spectacle au début qui m'intéressait et chose que j'ai faite, mais humainement parlant je me suis pas réellement retrouvée. D'accord. Du coup, étant perruquière de formation, j'ai pensé pouvoir faire ce métier de manière artisanale, du coup vraiment la fabrication de perruques. Et ça s'est révélé que ça s'est pas vraiment fait parce qu'il y a très peu de perruquières en fait en France qui vivent de leur métier. Et du coup, je me suis retrouvée un peu par le fruit du hasard à travailler pour un institut capillaire qui accompagne en fait les personnes de la phase de chute de cheveux jusqu'à la repousse dans un contexte de chimiothérapie. Uniquement dans un contexte de chimiothérapie? Oui, au début, en fait, je me suis vraiment spécialisée que là-dedans. C'est-à-dire que du coup, en étant perruquière, j'étais à même d'accompagner toute personne qui vivait une chute de cheveux, peu importe le contexte. Mais c'est vrai que depuis plus de 10 ans, je me suis vraiment spécialisée dans la cancérologie parce que ça m'a passionnée. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ouvre mon métier à plus de public, on va dire, c'est-à-dire que j'accompagne aussi des hommes qui ont une calvitie et qui ne s'assument pas avec. Et donc du coup, je les accompagne d'une manière, on va dire, esthétique, mais aussi émotionnelle. Parce que pour moi, l'image de soi, c'est vraiment celle qu'on projette, mais surtout celle qu'on a de nous-mêmes. Donc du coup, je joue un peu sur ces deux facettes-là pour ramener la personne à avoir confiance en elle. Et ça passe par ces deux aspects. Pour les messieurs dont tu t'occupes, on parlera plutôt de prothèses capillaires collées? Alors oui et non. En fait, il y a plein de mots qui vont définir les solutions capillaires. Donc pour moi, les solutions capillaires, ça peut être plein de choses. Il y a la perruque, il y a la prothèse capillaire, donc ce sont deux choses différentes. La perruque, on va dire que c'est plutôt pour une envie de cheveux, mais pas dans un contexte de chute de cheveux, parce que du coup, ça va se poser justement sur des cheveux. Donc du coup, le confort à l'intérieur est différent qu'une prothèse capillaire. Prothèse capillaire, c'est plutôt un terme plutôt médical, parce que du coup, c'est adapté pour être posé directement sur la peau. D'où le terme prothèse en fait. Donc c'est plus médicalisé la prothèse capillaire. Et là, pour répondre à ta question par rapport aux hommes, moi j'appelle ça plutôt un complément capillaire. Parce qu'en fait, ça vient compléter une chevelure déjà existante. Mais par contre, il y a différents moyens de fixation. Donc ça peut être le collage, en effet, comme tu dis. Mais ça peut être aussi des fixations plutôt dites temporaires. Donc ça peut être des clips, ça peut être de l'adhésif. Ah oui, tu poses vraiment... Toi, tu es vraiment formée à tout ce qui fait... Tout à fait. Tu crées carrément, tu peux créer la structure qui va reposer sur la tête de A à Z complètement. En fait, moi, je ne vais pas forcément le fabriquer, mais je vais l'adapter. Par contre, mon travail, il est vraiment de cibler, on va dire, le besoin du client, parce que lui-même, en fait, il sait qu'il a envie de cheveux, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment, exactement. Et du coup, moi, vu que je connais tous les moyens de fixation, tous les avantages et les inconvénients, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais une solution idéale, parce qu'il y a toujours une facette un petit peu... alors, c'est pas le mot négatif, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte, que chaque moyen de fixation a des avantages et des inconvénients. Et ça, en fait, moi, vu que je connais toute cette palette-là, en fonction du rythme de vie de la personne, en fonction de ce qu'il va me dire, je vais pouvoir un petit peu adapter et puis vraiment cibler ce qui, lui, va lui correspondre. Mais du coup, tu n'as pas du tout fait la même école que la mienne. C'est-à-dire on est d'accord. Moi, j'ai pas vu le métier de la perruque en CAP coiffure. J'en ai même jamais entendu parler. C'est pour ça que tu es là. Ouais, tout à fait. Je trouve ça génial. En fait, c'est vraiment une branche. Mon métier, c'est vraiment une branche de la coiffure. Du coup, donc moi, en fait, je pense que j'ai passé le même diplôme que toi, c'est-à-dire CAP, brevet professionnel. Donc, on va dire le B.A.-BA de la coiffure. Et après, je me suis spécialisée dans la. En fait, ça s'appelait à l'époque un diplôme. À l'époque, c'était un CAP.
Maintenant ça a changé, mais perruquier posticheur. Donc c'est après le CAP? C'est après le CAP, en fait c'est ça. En fait il faut avoir le CAP pour pouvoir accéder à cette formation-là. Moi j'ai été jusqu'au brevet professionnel parce que voilà, c'était ma volonté d'aller jusqu'au bout au niveau de la coiffure. Mais dans l'absolu, j'aurais pu très bien faire CAP et directement cette formation-là. En soi, ce qui est un petit peu complexe en fait dans ce métier-là, c'est qu'à la fois on a l'impression que c'est très proche de la coiffure, et en même c'est très loin. Moi, c'est très loin. C'est un autre métier. C'est ça. Enfin, pour accompagner des gens parfois qui me laissent juste couper leurs cheveux ou terminer de couper leurs cheveux avant d'acheter une perruque, enfin on va être très clair, hein, je les accompagne pas là. Et d'ailleurs je ne te connaissais pas, mais maintenant j'ai une bonne adresse parce qu'on est un peu désemparés nous autres coiffeurs. Complètement. Quand on a affaire à une cliente qui perd ses cheveux, hormis de l'orienter vers un cabinet spécialisé, et encore, on ne les connaît pas, donc généralement ce sont les clients qui nous en parlent après. Et donc moi j'ai découvert que c'était assez fermé ces endroits-là. Complètement. Caché du regard. Complètement. En fait, moi, durant mon chemin, je me suis rendu compte qu'on a voulu vraiment spécialiser ce métier qui, en fait, en soi, n'est pas reconnu. Chacun, en fait, comment dire, peut s'improviser du jour au lendemain prothésiste capillaire. Quelqu'un qui va vendre des perruques, par exemple, il peut mettre une plaque prothésiste capillaire parce qu'il vend des perruques. Mais en soi, chacun va travailler différemment et tout le monde ne connaît pas en fait tout ce panel de solutions capillaires. Et parce que il y en a qui a un business un peu, parce que bien sûr. Tu es remboursé par la sécurité sociale. Alors au niveau de la prothèse capillaire médicale, voilà. Tout à fait, il y a une prise en charge potentielle par la sécurité sociale, à condition d'avoir un numéro d'agrément, c'est-à-dire qu'en tant que coiffeur prothésiste capillaire, on a besoin d'être référencé auprès de la sécurité sociale pour avoir un numéro d'agrément et faire bénéficier. Est-ce qu'on te demande une formation pour avoir ton numéro d'agrément? Alors oui, alors aujourd'hui là aussi c'est encore assez flou. Alors moi bien évidemment je te dis avec ce que je connais d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui évoluent parce que c'est vrai que c'est un domaine qui évolue aussi pas mal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils disent que tout coiffeur ayant fait une formation ou ayant des connaissances dans la prothèse capillaire peut avoir ce numéro d'agrément. D'accord. Moi aujourd'hui, de ce que je peux observer et l'analyse que j'en ai, c'est que c'est pas encore suffisamment clair sur cette fameuse formation. On est plutôt à répondre par rapport à la sécurité sociale. Si un coiffeur, par exemple, si toi demain tu veux vendre des perruques, si tu réponds, on va dire, à des critères plutôt administratifs, tu peux plus facilement avoir ton numéro d'agrément que d'avoir fait cette formation. En fait, quelque part, l'administratif prend plus de place que la réelle formation. C'est dommage. Très je sais que tu es formatrice, puisque nous en avons parlé, donc tu aimes transmettre ton savoir. Complètement. Et donc s'il y a des coiffeurs d'intéressés, on m'écrit en MP ou on donnera ton site internet. En tous les cas, moi je me suis rendu compte récemment, j'ai lu le livre d'Agathe Auproux, qui s'appelle Tout va bien. Et donc c'est une journaliste qui est régulièrement à l'antenne sur une grosse chaîne, donc une grosse visibilité. Donc elle a eu un cancer, je crois que c'était un cancer de la lymphe, enfin j'ai peur de dire des bêtises, donc à vérifier. En tous les cas, au fur et à mesure qu'elle faisait sa chimio, ses cheveux tombaient et elle essayait avec le maquilleur et le coiffeur de cacher et le cathéter et la coiffeuse essayait de faire du comblement capillaire avec des pinces, puisque c'est pas... Donc elle essayait en gardant ses cheveux. Et puis elle en a eu tellement assez qu'elle a décidé d'aller chez un perruquier qui est aujourd'hui assez célèbre et qui a pignon sur rue. Pour le coup, il ne se cache pas. Et elle a commandé, elle a essayé d'abord une perruque bleue. Et donc elle a continué de vivre ensuite comme ça, visage découvert. Elle l'a annoncé et elle a assumé. Elle a assumé complètement et du coup elle a choisi du bleu. Et elle dit merci à ce perruquier, à cette perruque, parce que ça lui a redonné, plutôt que de cacher des petits espaces. Enfin, voilà, elle était malade, au bout d'un moment elle l'a dit et elle a fait comme un coming out dans ce livre où elle ne parle quasiment que des cheveux. C'est-à-dire le choc bien sûr. Au-delà du cancer. Tout à fait. Et nous, on ne se rend pas bien compte quand on a nos cheveux. Complètement. Tant que les choses sont existantes et sont là, en fait, c'est vrai qu'on le prend pour acquis et c'est quand on commence à perdre
où on se rend compte de l'importance que ça a, en effet. Quoi. Alors, j'ai interviewé une jeune femme qui a une prothèse capillaire collée. Elle nous a raconté son parcours, le fait que la famille n'était pas d'accord avec son choix, le coût qui est quand même de 200 € par mois à vie, donc dans des cabinets cachés. Donc, toi, tu poses aussi ce type de complément Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si je rencontre en effet une personne qui est dans cette nécessité-là, oui, je vais pouvoir l'accompagner. Après, je travaille dans un contexte, on va dire, qui correspond un petit peu plus, moi, à mes valeurs. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est un métier qui est non réglementé, donc quelque part, on peut travailler comme on veut. Tu décides le champ d'action que tu as envie de... Tout à fait. Et puis le contexte aussi. Moi, là où je reçois les gens, je suis sur quelque chose de plutôt, à mes yeux, chaleureux et pas justement médicalisé. Parce que j'ai vraiment fait le choix d'avoir... d'exercer mon métier à mon image. Pour que moi, déjà, en tant que professionnelle, je me sente à l'aise. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans cet univers-là, mais notamment en coiffure, en salon, tout part de nous. Donc si nous, on est à l'aise, déjà, on va créer un contexte où la personne, elle va pouvoir, entre guillemets, se déposer entre nos mains et se sentir déjà en confiance. Ça, c'est la première des choses. Et... le côté un petit peu médicalisé des endroits, des instituts capillaires, ça peut répondre à des besoins pour certaines personnes parce qu'il y a un côté... Ils se sentent sécurisés. Voilà, sérieux et tout. Et pour certaines personnes, ça peut être très froid comme ambiance. Donc du coup, en effet, moi, j'accompagne des personnes comme la personne que tu as... où tu as eu un échange avec. Mais pas que en fait. Pas que. Et alors, on avait discuté un tout petit peu en amont. Et tu m'as raconté même que parfois tu accompagnais les gens jusque sur leur lit d'hôpital. Tout à fait. Et que psychologiquement, là, pour le coup, il faut quelques qualités. Tout à fait. Parce qu'il ne s'agit pas de poser une perruque en salon et puis ensuite de laisser la personne, une fois qu'elle est hospitalisée. Toi, tu vas chez elle et puis ensuite tu accompagnes. Moi, j'ai trouvé ça... en fait, c'est... Enfin oui, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'en fait, en effet, je me suis retrouvée, surtout quand je travaillais en institut capillaire, à faire des déplacements dans les hôpitaux. Et puis on me disait, bon bah voilà, Sandrine, il y a une demande d'une dame en soins palliatifs pour une perruque. Et donc moi, j'y vais avec toute ma bonne intention, je conseille, etc. Et en fait, je réalise après, quelque part, la lourdeur de la situation. Et même limite, à l'époque, j'étais même pas sûre de savoir ce qu'était un soin palliatif. Ce qui peut paraître aujourd'hui un petit peu bizarre. Non, mais j'y allais dans un focus, j'avais une mission et j'y allais. Et du coup, humainement parlant, dans la générosité, on va dire, de vouloir aider. Et pour autant, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années d'exercice, que ma bonne volonté et les qualités, comme tu dis, de démarrage pour pouvoir faire ce métier, étaient pas forcément suffisantes. Parce que, et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je transmets mon métier, à la fois sur l'aspect technique, parce que je pense qu'il faut avoir quand même des connaissances techniques sur le sujet, mais aussi vraiment aussi une posture professionnelle. Donc on va dire que l'empathie, ça s'apprend pas. Et pour autant, c'est avoir justement ce que moi j'ai pas eu à l'époque, c'est-à-dire un soutien, de pouvoir parler des... Psychologique, tu veux dire ? Psychologique et émotionnel, D'accord. Qu'est-ce que moi ça m'a fait en tant que professionnelle de savoir que j'allais poser une perruque à une dame, en fait, quelque part, où elle va partir avec. Qui va mourir. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été à la fois, et ça l'est encore, super intense au niveau émotionnel, mais dans le bon sens du terme, et en même temps, très très difficile et très lourd. Jusqu'à un point où je me suis même posé la question si j'étais faite pour ça. Parce que toutes ces émotions un peu douloureuses, ou en tout cas qui me brassaient pas mal, je les ramenais chez moi. Voilà. Donc... Et comment ne pas les ramener chez soi, c'est ça. Déjà, nous en salon classique, entre guillemets, parfois on rentre chez nous un peu chargé. C'est ça. Par une ou deux personnes qui ont des histoires pas simples. Parce qu'on n'en parle pas non plus, ça, dans notre métier. Mais notre métier, c'est aussi ça, c'est impacté par la vie des gens qu'on connaît. Et toi, oui, je comprends que tu rentrais avec beaucoup plus lourd pour le coup. Oui, complètement. Et puis du coup, moi j'ai commencé mon métier, j'avais une vingtaine d'années, donc c'est vrai que la relation à la mort, la relation à la maladie, tout ça,
c'était des sujets, on va dire des dossiers qui n'étaient pas encore ouverts chez moi et qu'il a fallu en fait par la force des choses. De toute façon c'est tabou, c'est de plus en plus tabou dans la société. On va peut-être y revenir. Hein. Complètement. Mais toi, pour te renseigner, alors là je ne sais pas à qui tu t'es adressé, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu proposes... Ouais, tout à fait. Moi à l'époque, du coup, déjà j'ai toujours été depuis mon plus jeune âge, on va dire, intéressée par tout ce qui est psychologie, psychothérapie, toutes, on va dire, ces médecines un petit peu alternatives au niveau du corps, de l'esprit, etc. Donc déjà, j'étais déjà entourée, que ce soit dans mes amis ou dans mon entourage proche, de personnes qui savaient entendre ce genre de choses. Donc du coup, j'ai envie de dire que moi, mais du coup, c'était un investissement aussi personnel de faire un travail sur moi. On peut dire que t'es pas arrivée là par hasard, en tout cas, toi. Hein. Non, je pense que je suis pas arrivée là par hasard, mais je dois reconnaître que j'y ai laissé malgré tout quelques plumes. Oui. Et c'est ce que je veux surtout, que le professionnel aujourd'hui que je forme soit au courant, n'arrive pas en fait comme ça. Parce que quand on est attiré par ce genre de métier, c'est qu'on a déjà une fibre humaine et qu'on a déjà une forme de sensibilité. Donc ça, c'est génial. Pour autant, l'idée, c'est aussi de se protéger. C'est pas de se blinder. Oui. C'est de se protéger et en tout cas de comprendre ce qui se passe en nous pour mieux aider la personne. J'ai vu, j'ai eu des retours d'expérience de coiffeurs, par exemple, où leur propre cliente leur dit « Bah oui, mais j'ai confiance en vous, c'est avec vous que je me sens à l'aise, est-ce que vous pouvez par exemple me couper, voire me raser les cheveux parce que je vais perdre mes cheveux et tout ?» Donc du coup, le coiffeur... Ça, c'est ce qui m'arrive à moi. Hein. C'est vrai. De temps en temps. Bah oui, mais c'est pas mon cœur de... En fait, au niveau de la technique, on pourrait dire, mais tout le monde est capable de le faire, ça. Non. De la technique par elle-même, tu vois, couper ou raser les cheveux, j'ai envie de dire ça... Oui, l'humanité que tu mets derrière... Mais c'est ça. Et puis, toi, c'est ta propre cliente, où il y a un lien affectif avec. Ouais. Et moi, j'ai eu plusieurs coiffeurs qui m'ont dit, devant elle... J'ai tenu non, c'est horrible. Mais par contre, après, je lui donne la réserve et je m'écroule en larmes et je me demande en fait ce que je viens de faire. Et ça, je dis pas que moi je n'ai plus d'émotion, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va me plomber ou en tout cas quelque chose qui va me traumatiser. Parce que vraiment, le mot traumatiser, je pense qu'il faut oser le dire. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça parce que franchement, je l'ai vécu. Je sais pas si d'autres coiffeurs l'ont vécu. Ouais, moi j'en ai eu beaucoup qui m'ont fait ce retour. Voilà, tu fais le truc parce que tu fais le job, mais c'est pas ton métier de le faire. C'est ça. C'est juste des fois le mari qui veut pas le faire, il n'y a pas de tondeuse à la maison. Tu te dis, bah moi je vais y aller, je vais vous accompagner jusqu'où je peux. Et la limite, c'est la tondeuse. C'est ça. Après, voilà, et ouais, tu peux ensuite, c'est pas que cool. Non, complètement. On est parfois des éponges, nous autres les coiffeurs. Complètement. Et c'est vrai que c'est là où du coup je me dis, j'ai peut-être un rôle à jouer et c'est aujourd'hui du coup ce que je propose pour les personnes où mon parcours, en tout cas mon approche intéresse, c'est de se dire, moi j'ai 10 ans, on va dire, de cheminement, on va dire professionnel. Je me sens pas du tout aboutie en disant c'est bon, j'ai une méthode. Non, mais en tout cas, je propose quelque chose qui permet au coiffeur de se retrouver, en fait, de savoir comment il veut travailler dans ce domaine-là. Est-ce qu'il a envie, comme moi, de toucher un petit peu à toutes les solutions capillaires ou au contraire, est-ce qu'il veut spécialiser plutôt dans l'homme, donc le complément capillaire dont on parlait. Donc du coup, là, on est plutôt de l'ordre du complexe, la maladie. Est-ce qu'au contraire, le coiffeur veut plutôt s'orienter vers la partie oncologie, donc moi ce que j'appelle du coup l'onco-coiffure. Et puis est-ce qu'il a envie de proposer que des perruques ou est-ce qu'il a envie de faire un accompagnement? Déjà à partir de ça, ça permet vraiment au coiffeur de ne plus se laisser, on va dire, influencer par ce qui existe déjà et lui de mieux se connaître parce qu'à partir du moment où lui il sent vraiment vers quoi il se sent appelé, du coup lui apporter des outils pour justement qu'il puisse prendre du plaisir en fait. Et est-ce qu'il peut rester coiffeur? Est-ce qu'on peut être dans son salon, classiquement, entre guillemets, et proposer en fait, c'est un peu du coup ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai été pendant des années être un peu comme tous ces prothésistes capillaires qui veulent scinder en fait le métier de la coiffure et ça. Parce que du coup, comme on disait, ça peut être vraiment vu comme un métier à part entière. Donc, j'ai été dans cette posture-là pendant des années, en disant non, le coiffeur, c'est pas son job, c'est à nous de... Et aujourd'hui, j'ai changé en fait de vision. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les prothésistes capillaires, en tout cas moi, je parlais de moi avant tout, parce que je pense qu'on peut pas faire de généralité, mais du coup, on a un peu ce syndrome du sauveur. Ouais.
Donc on veut s'occuper de tout le monde et on est un peu la parenthèse entre, on va dire, le moment où ta cliente par exemple, elle est avec toi, après, elle va perdre ses cheveux, donc quelque part tu ne peux plus t'occuper d'elle, donc moi après je vais pouvoir prendre le relais et après je l'invite à revenir vers toi, qui est sa coiffeuse principale. Et en même temps, je me dis oui, mais quand je pense à ça, je me mets pas à la place en fait du client. Parce que pour lui, ça va être hyper difficile de changer d'interlocuteur. Oui, bah, c'est lui qui se déplace, c'est ça. Rechercher. C'est ça. Et c'est lui, voilà, il n'est pas pris en charge de A à Z. Et je me dis, mais en fait, le coiffeur, je dis pas que tous les coiffeurs doivent faire mon métier, mais en tout cas, si il sent qu'il a envie d'aider son client dans des phases comme ça, il peut le faire. Et au contraire, au niveau professionnel, je trouve que ça crée un équilibre très très intéressant. Parce qu'il ne fait pas que ça. Mais c'est pour ça que tu es là, parce que moi je trouve qu'on est trop scindés. Et effectivement, une personne malade, elle court déjà à ses traitements, elle court déjà à ses rendez-vous. Si en plus il faut qu'elle court, après la solution de simplicité, c'est t'achètes une perruque sur internet. C'est ça. Ou je sais pas, avant il y avait un très connu, Annie Davray. Oui, tout à fait. Voilà, tu as une adresse, une seule. C'est ça. Bon, il faut vraiment avoir le courage de chercher le temps, encore l'énergie pour trouver quelqu'un comme toi. Donc si le coiffeur avait au moins des connaissances pour ne serait-ce qu'orienter, bien sûr, ou ne serait-ce que de savoir de quel sujet on parle, tout à fait, ça serait juste magnifique pour le client et du coup pour le coiffeur, mais qui se sentirait moins inutile à un moment. Complètement. Et en plus du mot inutile que tu dis, il y a aussi, je vois beaucoup moi chez les coiffeurs, de l'impuissance. Oui, c'est ça. De se dire en fait mon client il a un besoin. On parle quand même de cheveux, même si c'est pas, voilà, c'est de perruque, mais enfin de prothèse capillaire, mais on parle de cheveux. Et moi, en tant que coiffeur, je ne sais même pas répondre à mon client avec qui j'ai créé une relation vraiment proche. Je ne peux même pas l'aider. Et donc, du coup, comme tu dis, non seulement tu n'as pas d'infos, tu ne sais pas faire, et du coup, ça peut mettre encore plus en difficulté du coup ton propre client. Et puis en plus, le client, j'ai envie de te dire que comme on n'est pas formé, on n'en parle pas, donc il sait qu'on n'est pas formé, donc il sait qu'il ne faut pas nous embêter avec ça, et généralement, quand tu le revois, il a déjà sa perruque sur la tête. Alors que, et puis donc tu le vois plus. C'est ça. Alors que globalement, on pourrait être informé, suivre et continuer, ne pas lâcher une relation qui est souvent, faite. Puis en plus, ça va la nourrir d'autant plus. Bah oui. T'imagines, si tu peux accompagner ton propre client dans des périodes comme ça, le lien, mais il est magique. Oui, quand il est vraiment vraiment magique. De fidélisation, là on est au cœur complètement. Complètement. Puis c'est une nouvelle vision du coiffeur aussi, quoi. Mon coiffeur peut m'accompagner en toutes circonstances pour des phases de ma vie plus ou moins faciles. Mon coiffeur en fait c'est mon pilier, quoi. Et puis ça, c'est génial. Au-delà de ça, des coiffeurs, je ne sais pas si tu fais ça, mais je pose la question, des coiffeurs qui voudraient se lancer dans le cinéma. Tout à fait. De toute façon, il faut une formation de perruquier. Moi j'ai failli travailler à l'Opéra de Paris, je t'en avais parlé, ça m'avait pas du tout plu le contexte de travailler dans des cartons avec des perruques, mais parce que je ne savais pas en fait tout ce qu'il y avait derrière, peut-être que le côté médical m'aurait plus intéressé parce qu'il y a de l'humain. Tout à fait. Et donc moi je trouve ça super intéressant que tu ouvres comme ça une porte. J'ai envie de dire que Beyoncé, Jennifer Lopez t'aident pas mal en ce moment parce qu'on est bien au courant que de changer de couleur comme ça tous les 4 matins et de longueur, ce n'est pas tout à fait normal. Tout à fait. Il y a d'ailleurs une mode qui arrive avec des perruques ultra fines. Complètement. Alors ça coûte quand même un bras et on est plus dans le domaine du médical. C'est ça. Mais du coup ça ouvre la porte entre... on en parle plus. Voilà. Donc du coup en effet c'est moins tabou. C'est moins tabou. Après c'est vrai que je fais quand même une différence entre l'aspect spectacle et l'aspect médical. Parce que bien coup l'enjeu psychologique, n'est pas du tout le même. Il y en a un où quelque part tu vas choisir de changer de tête et l'autre où tu subis malgré tout. Donc même si moi mon travail c'est d'amener la personne à accepter ce qui se passe, à accepter la chute de cheveux, à accepter la perruque, ça n'empêche que le démarrage c'est je perds mes cheveux et je ne l'ai pas choisi. Et d'ailleurs à ce sujet-là, j'entends souvent des clientes qui ont commencé par porter une perruque et qui ensuite l'ont enlevée. Parce qu'elles ne supportaient pas du tout le contact. Et est-ce qu'il y a des qualités différentes? Alors, de mon point de vue, oui, en effet, il y a des qualités différentes parce que il y a des budgets différents, donc du coup, il faut quand même bien que ça s'explique. Après, de toi à moi, je suis pas forcément OK avec le fait qu'il y en a on va dire que les moins chers
sont pas très bien et les plus chères sont vraiment très bien. Là aussi, ça va vraiment demander de bien observer du coup la chevelure de la personne, l'épaisseur de la chevelure, et c'est ça qui va déterminer les différents modèles qui existent. Donc on va dire que les moins chers, c'est tout ce qui est fabriqué à la machine, parce que forcément il y a même moins de main d'œuvre, donc du coup c'est ce qui est moins cher, mais du coup c'est ce qui est plus épais. Ça, pour par exemple des personnes qui ont des cheveux très épais, où il n'y a pas besoin de faire une raie bien précise, vu que c'est crêpé en racine pour cacher justement le tissage, ça c'est ok pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de cheveux. Et c'est le moins cher. D'accord. Plus on monte en gamme et plus il y a de travail manuel. Donc c'est-à-dire que c'est implanté à la main. Donc je ne sais pas si tu as vu des fois des vidéos que j'ai pu faire sur les réseaux où justement on voit vraiment le travail assez minutieux. En effet. D'ailleurs j'invite les gens à venir... Est-ce que tu veux donner le nom de ta chaîne ou ton Facebook? Oui. Alors en fait moi ma société s'appelle Hermanist. Donc du coup on peut me retrouver sur Facebook. Avec un H. Ouais, c'est ça. H-A-I-R. Tout à fait. M-A-N. De faire le lien entre le cheveu et le côté humaniste à mon approche. Donc sur Hermanist. Ok. Et donc oui, en effet, ces personnes qui ont peu d'épaisseur ou qui ont une raie bien marquée, du coup on va plutôt s'orienter vers des qualités, des fabrications plus minutieuses au niveau de l'implantation du cheveu. Mais du coup, donc ça c'est ce qui coûte le plus cher. Mais imaginons demain tu rencontres une personne qui a beaucoup de cheveux et qui a une coiffure très floue, le plus cher ne va pas lui correspondre. D'accord. Donc c'est là où du coup je me dis oui, en effet, dans l'absolu, plus le travail est fait à la main, mieux c'est. Mais ça peut ne pas répondre à tous les besoins. Une vérité pour tout le monde. Exactement. Et donc du coup, quand tu me dis le confort, est-ce que par exemple il y en a où c'est plus confortable que d'autres? On va dire que plus le travail est fait d'une manière minutieuse, plus c'est léger, donc du coup plus agréable pour la personne. Et pour autant, moi j'ai des retours de personnes qui me disent en fait je sens tellement pas la perruque, la prothèse capillaire sur ma tête que je me sens pas sécurisée. Et là aussi on voit que c'est hyper personnel en fait. C'est cette relation qu'on a à sa chevelure. C'est là qu'on se dit que c'est un métier vraiment totalement à part qu'il faut maîtriser. Tout à fait. C'est là où du coup ça demande à être formé à mes yeux sur tout ce qui existe, de toi en tant que professionnel de connaître tout ce qui existe, tous les moyens de fixation, pour justement que quand tu vois ton client, tu puisses savoir si c'est ça qui va lui correspondre. Et moi ce que je vois beaucoup autour de moi au niveau des professionnels, c'est qu'on fait des formations un peu flash sur la prothèse capillaire. Mais du coup, ça fait un peu une réponse unique pour tout le monde. Et moi, ça, c'est pas du tout mon approche. Parce qu'on respecte pas forcément le besoin de la personne. Mais c'est juste que toi, si en tant que professionnel, tu connais qu'une seule chose, tu vas conseiller qu'une seule chose. Et alors, je vais te demander, parce que forcément, s'il y a des professionnels sur ce créneau-là, c'est que ça rapporte. Bien sûr. Combien est-ce que tu en vis bien d'abord? Est-ce que tu en vis? Alors non, dire que je ne vis que de ça, non. Pourquoi? Parce que j'ai fait vraiment le choix, par exemple moi faire du démarchage dans les hôpitaux ou vraiment faire une com par rapport à tout ça, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Donc du coup, je me suis posé quand même un jour la question en me disant, bon à un moment donné, en fait si tu ne fais pas de communication, tu es d'accord qu'à un moment donné ça va pas fonctionner. Et en fait vu que j'ai une palette d'activités assez large, surtout dans l'accompagnement, du coup, moi aujourd'hui, je vis de cet équilibre-là, on va dire. Après, je pense qu'une personne qui veut vraiment se spécialiser et vivre que de ça, je pense que c'est possible, à condition d'accepter que ça prend du temps, énormément de temps. Et puis, faut être OK pour faire que ça. Mais dire qu'on peut vivre que de ça, ça me semble un petit peu audacieux quand même. Parce que j'ai vu des salons, notamment un l'autre jour à Issy-les-Moulineaux. Donc juste, l'enseigne, ils font que de la perruque. Il n'y a pas du tout de coiffage à l'intérieur. Et donc c'est parce que je t'avais parlé que je l'ai vu. Tout à fait. Parce que sinon je serais passée devant. Après, s'ils existent, je pense que puis s'ils sont toujours présents, c'est que ça doit bien fonctionner. Mais du coup, ça demande, surtout quand tu travailles tout seul, parce que moi je travaille toute seule, du coup, c'est d'être sur tous les fronts. Tu es sur le terrain, tu es à la fois, visiteuse médicale malgré tout. Il faut être OK avec ça aussi. Et c'est comme je t'expliquais du coup lors de notre premier échange, c'est un métier un petit peu particulier parce qu'on est entre trois domaines. On est on a un pied un peu dans la coiffure, mais pas totalement. On a un pied dans le contexte médical, mais on n'est pas reconnu en tant que tel, pas totalement. Et on est dans le domaine du commerce.
Donc oui, il faut être vraiment ok avec justement ces 3 facettes-là, parce que j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui veulent faire mon métier parce qu'ils sont vraiment dans l'optique de vouloir aider son prochain, mais donc du coup, si on n'est pas ok avec l'aspect commercial, ça va pas non plus. Et administratif. Et administratif, un 4e exactement, administratif aussi. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt au début de ton activité où ça peut paraître un peu particulier en tant que coiffeur de faire des prescriptions médicales. Au début, ça fait un petit peu bizarre quand même. Et puis surtout l'aspect médical. Comment moi, en tant que coiffeur, je peux encaisser des chèques de 600 € alors que j'ai toujours été habituée à un panier moyen. C'est pour ça qu'on se dit qu'on doit pouvoir en vivre quand même, parce que 600 € d'encaissement, t'en fais 3 par jour. C'est ça. Bon, on voit bien que même si ça prend un peu de temps, ça peut rapporter. Bien sûr, bien sûr. Alors après, il y a aussi l'aspect, qu'est-ce que tu fais dans ces 600 €, qu'est-ce qui est compris? Bon, déjà, tu as le prix d'achat de la prothèse capillaire, qui est non négligeable. D'accord. Donc déjà, faut donc enlever déjà, ça. Tu nous calmes. Voilà, déjà, t'enlèves ça. Et puis après, tout dépend, comment tu accompagnes la personne. Est-ce que c'est une vente one-shot, c'est-à-dire que du coup, tu vends la perruque et tu ne revois pas la personne? Oui. Donc du coup, là j'ai envie de dire, c'est sûr que tu vas plus gagner que si tu as pris un temps de premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Qu'est-ce que comprend en fait ça? D'accord. Et ça, c'est pour ça que c'est à chaque professionnel de se poser la question de quelle sera sa mission, quelle sera sa mission, qu'est-ce qui fait payer, qu'est-ce qui ne fait pas payer, et de se retrouver en fait. Parce que là aussi, nous, avec la relation qu'on a avec notre fournisseur, elle n'est pas totalement gratuite non plus. Non plus. Hein. Donc du coup, tout ça, ça se prépare. Et moi, c'est mon rôle justement de dire aux personnes, oui, ok, ça peut vous faire bizarre de gagner plus d'un coup. Enfin voilà, d'avoir... Mais en même temps, derrière ça, il y a du travail, il y a de la formation, il y a de la réflexion, il y a un diagnostic. J'ai lu ta formation et j'ai tout de suite compris qu'il faut le faire quand on est prêt. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que One Shot Flash, comme tu disais... Bon, moi je le ferai pas avec toi en flash. De toute façon, c'est pas moi en tout cas mon... Voilà. Et je voulais te demander aussi si tu posais des compléments tressés. Oui. Oui, ok. Oui, alors après, beaucoup moins, parce que je suis pas très à l'aise avec cette technique-là. D'accord. Généralement, en fait, c'est ce qu'on appelle des volumateurs. Pour les compléments et les volumateurs, où la fixation est tressée, je pense que c'est ça dont tu me parles. Alors moi j'ai coiffé j'ai rattrapé la coloration d'une personne loupée sur des compléments capillaires tressés. Ok. C'était suite à un accident de voiture où elle avait eu des cicatrices dans la tête. Ok. Et donc son assurance lui paye tous les 3 mois de remettre ses tresses et de mettre des faux cheveux avec. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une technique qui est assez intéressante parce que du coup la personne, ça veut dire qu'elle peut vivre avec pendant 1 mois et demi sans avoir besoin de l'enlever. Donc ça du coup c'est plutôt pas mal. Du coup il n'y a aucun produit synthétique sur sa tête parce qu'il n'y a pas de colle. Après là où je suis un petit peu réservée, mais ça n'empêche que c'est une technique quand même très intéressante à connaître, c'est que on sollicite quand même pas mal les cheveux restants. Oui, je suis d'accord. Et donc du coup, moi ça par les voilà. Donc du coup j'ai l'impression de faire du bien et du mal d'un côté. Et du coup là aussi c'est vraiment un diagnostic. Et à la fois, elle avait des points d'impact un peu partout et pas beaucoup. Donc ça fait qu'il y avait 3-4 bandes, pas plus. Donc je pense que, et ça, elle le dit elle-même, dans la vidéo d'ailleurs, qui sera à suivre ou avant, enfin il faut chercher un petit peu. Elle le dit elle-même que psychologiquement, ça l'a sauvée. Bah oui. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais que tu sois là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ce pan caché de notre métier. Complètement. Je te remercie beaucoup. De rien. Donc on peut te retrouver en formation. Tout à fait. On te demande sur ton Facebook. Tout à fait. On te trouve facilement à Hermaniste. Oui. Et donc je te dis à très bientôt. Merci. Pour un verre. Enfin, ça m'a beaucoup intéressé en tous les cas de parler avec toi. Merci à toi. Beaucoup. Merci à toi. Belle journée. Merci. À toi aussi.